Alors, hello à tous, je suis avec Nicolas Forêt qui va nous expliquer l'histoire de la marque Ed. J'ai cru comprendre, Nicolas, que tu avais plus ou moins tout vécu dans cette boîte qui a vu un paquet de champions passer. Ce qui est plutôt cool, c'est que tu vas pouvoir nous donner l'envers du décor, aussi bien sur les valeurs de la marque, mais sur son histoire qui a vu tant de monde passer. Je pense spontanément à Agassi, Marat Safin, et plus récemment, des champions qu'on peut voir derrière toi si vous êtes au format vidéo. Si vous êtes au format audio, il y a un certain Djoko, il y a Zverev, bref, il y a du lourd. Tu vas pouvoir nous en parler. J'ai même pas parlé des filles d'ailleurs, mais on va pouvoir avoir un tour d'horizon grâce à toi. Est-ce que, pour commencer, tu peux te présenter et nous dire quand est-ce que tu es arrivé chez Ed? Bonjour à tous, je suis oui, Nicolas Forêt, donc je suis le PDG de la marque Aide en France et en Espagne. J'ai commencé ma carrière chez un grand distributeur mondial de produits de sport, basé à Lille, et je suis arrivé chez Aide en 2000. Au début, je m'occupais de la division tennis. Je m'occupais de la division tennis, puisqu'on a plusieurs divisions dans le groupe, hein. On est un conglomérat de plusieurs marques avec trois activités principales qui sont le tennis, évidemment, les sports de raquettes, Ouais. les sports d'hiver avec les ski-aids, les fixations tyroliennes. On a plein de marques dans le groupe. Ensuite, on a les water sports, c'est-à-dire vraiment les produits de la natation, la plongée, les marques Marès. Mais dans les racket sports, on a vraiment deux marques fortes, la marque Penn, la marque de Bâle, hein, qui est originaire de Pennsylvanie, qui est toujours présente aux États-Unis, et évidemment les marques Ed dans le paddle, dans le tennis, en Europe et dans le reste du monde. Ok. Le Donc, distributeur chez lequel tu bossais avant, c'était qui? Decathlon. D'accord, ok. Et juste pour l'historique, Ed, enfin, le nom de la boîte, il a été créé comment, par qui? Tu peux nous dire? Alors, je finis, on est distribué dans 90 pays à peu près dans le monde, et donc on Ouais. trouve la marque partout dans le monde quasiment, avec ces pays-là, avec ces produits-là. On est originaire, la marque, elle vient de Howard Ed, ingénieur américain, qui tout simplement, il y a 70 ans, Ouais. a créé la marque en faisant au début, son premier travail, il était ingénieur métal. Donc, son premier travail, ça a été de créer les premiers skis métal, vraiment. Donc, ça a été le premier qui s'est dit, tiens, au lieu d'utiliser du bois pour faire des skis, je vais faire du ski avec des sandwichs de métal. Et c'est pour ça que quand il a mis sa première plaque de métal sur un ski, il a mis un rivet en haut de la ski. C'est pour ça qu'on reconnaît maintenant le logo de Ed, qui est en fait une spatule de ski avec un point au milieu qui est en fait un rivet de ski. Et c'est lui qui, Howard Ed, a créé les premiers skis métallisés et qui ensuite s'est dit, bah, tiens, je vais aussi faire des raquettes de tennis, et qui a aussi commencé à faire des raquettes, à travailler des raquettes et à produire ses premières raquettes métal, et ensuite, évidemment, à penser graphite et tout ça. Et quoi, il était passionné par ces deux sports? Ah ouais, il était passionné par ces deux sports, il était vraiment innovateur, hein, puisque vraiment, c'est lui qui a commencé à vraiment, surtout dans la partie ski, à lancer vraiment le métal dans le ski. Et ensuite, tout simplement, il faut savoir qu'il a travaillé aussi pour d'autres sociétés. Il a travaillé pour Prince, en fait, après. Et il est revenu à ses premières amours en créant tout simplement la marque à son nom quand elle a commencé à se développer vraiment un peu partout dans le monde. Et un rivet, juste pour les gars comme moi qui n'y connaissent rien, c'est Une quoi? vis, dis-toi une vis. C'est Ok, la très vis, bien. le point que tu vois au milieu de notre logo, c'est Ok. la vis tout simplement qui servait à tenir la plaque métal sur les premiers skis qu'il a créés. Ok. Donc toi, tu es arrivé à l'ère des, Ah, je suis arrivé un peu plus tard, hein, on va des, dire, des, des hein. Agassi sans phrase, quoi. Voilà, moi je suis arrivé en 2000, vraiment, hein, on était en plein lancement de notre technologie intelligence quand on avait commencé. Ah oui, en Tu effet. vois, cette Howard Dead, c'était il y a 70 ans, et depuis 70 ans, mais la nécessité d'innover, vraiment, d'apporter de l'innovation, c'est vraiment un des trois piliers de la marque, quoi. Vraiment l'innovation et chercher des choses qui permettent d'améliorer les produits pour les utilisateurs, quoi. Et ça a été quoi les temps de passage forts en termes d'innovation? Alors, le premier passage, ça a été le titanium, hein, vraiment, tous nos auditeurs connaissent sûrement la TIS6, qui a été une révolution vraiment dans le monde, où on s'est dit on va agrandir les tamis, on va mettre des plus longues cordes, on va utiliser ce titanium qui avait la propriété de pouvoir rigidifier la raquette, mais en enlevant du poids.
Et donc, ça a permis de créer ces premières TIS6 dans les années 90, qui ont été une révolution. Et donc, depuis, le titanium a été diffusé par bien d'autres marques, bien d'autres utilisateurs. Ouais. Et voilà, C'était quoi? c'était C'était le un premier brevet au pas. départ qui a été Oui, c'était un brevet, déposé? c'était le fait d'utiliser voilà, du titane Ouais, et de l'insérer au milieu des couches graphites, qui a permis tout simplement de faire cette révolution des raquettes qui descendaient en dessous de 300 grammes. À cette époque-là, on avait commencé, après, on a diffusé un petit peu ces produits, on les a améliorés au point d'arriver à créer des raquettes de 200 grammes, quoi. Alors d'accord. qu'il y avait des propriétés extrêmes, c'était super léger. Bon, après, on avait du mal quand même à un moment à descendre trop en poids. Mais au moment des lancements des raquettes intelligentes, hein, qui a été une variation un petit peu des raquettes titanium, ça nous a permis de faire des raquettes super légères, de faire des raquettes qui réagissaient. Hein, Ouais. on se souvient des fibres intelligentes qui se raidissaient au fur et à mesure on agrandissait l'impact sur la raquette. Donc on se souvient de la demi entre Grosjean et Clément en Australie, où ils sont tous les deux premiers utilisateurs de raquettes intelligentes sur leur demi-finale. Bon, ça a été ça a été dans le sens de Sébastien à cette époque-là. Mais voilà, on a eu ces passages-là. Attends, c'est Donc, Arnaud qui gagne. oui, oui, c'est Arnaud, pardon. Oui, oui, Ouais. mais Sébastien, pardon, avait été le premier à convaincre Arnaud de passer vraiment sur une raquette intelligente. C'est pour ça que je me référais il était passé plus tôt. Il était Moi, passé plus je me souviens à cette époque-là, à l'entraînement, mon entraîneur me dire, ah, tu essayes la aide d'intelligence, la raquette qui va te permettre de jouer intelligemment. Ah, Et, bon. et donc, moi, j'avais 10 ans et je comprenais pas tout à cette époque-là. Je me disais, waouh, c'est un concept incroyable, le nom, le look. Mais c'était, faut le dire aussi, un coup marketing exceptionnel, non? Alors, le coût marketing qu'on avait là, sur cette raquette-là, on avait un petit démo tool qui était en fait une petite barre de fibres piézoélectriques. Ouais, C'était celle qui était posée sur le shaft vraiment de la raquette. ouais, sur Et le cœur. en haut, il y avait une petite diode. Donc, tu tapais, tu donnais un petit coup là, sur le truc comme ça, et ça allumait la diode. Donc, le choc, on te montrait bien à quel point le choc crée cette énergie électrique. Et cette énergie électrique servait à rigidifier tout simplement le shaft et à donner vraiment encore plus de contrôle à la raquette. Donc là, à partir de là, ça a commencé à être l'épopée. Donc Sébastien Arnaud qui joue sur la Prestige intelligente à l'Australian Open. Derrière, Kuerten qui passe aussi sur les raquettes intelligentes. Et ensuite, qu'on a développé évidemment sur les raquettes type André, Agassi, Marat Safin ensuite, évidemment. Ouais. On a développé cette technologie sur l'ensemble des silos de la marque, Radical, Prestige, évidemment, à cette époque-là. Et donc, tu parlais de Safine. Et est-ce que la Prestige a été faite pour lui ou pas? Ou Pas, pour... pas tout à fait. Enfin, elle n'a pas été faite pour lui, elle était produite avant. D'accord? Celui qui a vraiment le plus développé la Prestige, la vérité, c'est Emilio Sanchez et Henri Lecomte. C'était Ok. surtout Henri qui a travaillé beaucoup sur le développement de la Prestige, puisque la Prestige en premier était vraiment plutôt en Tamiya 600, hein, l'original de Safin, mais des Henri ont permis tout simplement de la développer ensuite en 630 et ensuite voire même en 660 par moment. Mais c'est vrai celui qui nous a certainement le plus aidé pour la Prestige, c'est sûrement Henri. C'est vraiment Ah lui ouais, qui a vraiment travaillé là-dessus, ouais, vraiment très bon ça. là-dessus. Et ensuite, évidemment, la Prestige a été développée donc en 600 pour Safine et en double XL, donc elle faisait 708 de mémoire et en 600. Bon, tu comprends pourquoi il tapait aussi fort dans la balle, en coup droit et au service. Hein. En 600, vu la taille du tamis, et en 708, le bras de l'œillet est si important qu'évidemment, on tape très très fort. Par D'accord. contre, il vaut mieux bien centrer, parce que si tu ne centres pas bien, tu l'envoies sur le village à côté, quoi. Et Donc, j'avais vu une stat passer qui disait qu'il cassait une raquette et demie par match en moyenne. Est-ce que ça vous a desservi ou malgré tout, son aura et sa notoriété faisait quoi bon, qu'il arrive, c'était bon pour vous? ouais, c'était bon pour nous, parce que beaucoup connaissent l'anecdote, qui au moment de son jubilé, quand Marat s'est arrêté, on lui a offert, bon, il voulait se mettre au ski, hein, il voulait skier maintenant qu'il était retiré du circuit, et on lui avait offert, la marque lui avait offert un snowboard
où on avait marqué, je ne me souviens plus le nombre de raquettes qu'il avait cassées dans sa carrière. On avait fait tout un truc, on l'avait designé de la même façon, avec son numéro fétiche là-dessus, au moment où il est parti, évidemment, il est parti du circuit. Donc on pourrait dire, on se souvient de ce joueur comme un joueur charismatique, décidé, certainement pas récompensé par le nombre de grands chelems qu'il aurait pu gagner à une certaine période. Mais pour nous, ça a été vraiment un très très bon partenaire, sans doute. Toutes les marques ont des locaux, enfin un siège monde quelque part. Vous, Aide France, du coup, qu'est-ce que vous gérez par rapport à Aide Monde? Alors, nous, Aide France, on est situé à côté de Grenoble, Ouais. où nous avons une base logistique qui dessert toute l'Europe du Sud, hein, France, Espagne, Portugal, Canaries, et tout ça, pour tous les produits du groupe. Mais originellement, on va dire, la marque, elle vient de Kennelbach, c'est-à-dire en Autriche. La marque est autrichienne. Pourquoi? Parce que tout simplement, Howard Head, même s'il avait été américain, il est venu travailler tout simplement dans les montagnes autrichiennes au moment où il a vraiment lancé la marque. Et c'est pour ça que tu vas dans notre petit village au fin fond de l'Autriche, à côté de Bregenz, à côté du lac de Constance. Mais il y a encore le siège historique de la marque Head, où il y a encore quelques années se produisaient les skis des coureurs comme Alexis Pinturo ou tous les coureurs du Tour, mais aussi finissent de se produire encore les raquettes des joueurs actuels, puisque vraiment une grande partie de l'assemblage et du moulage se fait encore pour ces raquettes des joueurs vraiment chez nous. Vraiment. Et c'est quoi la répartition aujourd'hui de l'activité d'Aide entre le tennis, le ski et peut-être même d'autres activités? On va dire le tennis est notre première activité, aux Ouais, environs de 40% de l'activité. ouais, Le ski est le deuxième juste derrière, aux alentours de 35%. Les watersports sont aux environs de 15 à 20% pour le reste. ok. Voilà, c'est à peu près réparti comme ça. Après, avoir une tête d'affiche comme Novak qui domine le tennis depuis quelques années, je vois un sourire radieux quand je te parle de Novak. Non, non, voilà, encore un peu frustré de cet Australian Open, Ouais, hein, là-dessus. Aujourd'hui, Novak, c'est évidemment notre tête d'affiche. C'est évidemment un de nos meilleurs ambassadeurs ouais. sur les résultats, sur sa façon d'être et en tant que voilà, joueur charismatique et avec tant de grands chelems, pas 21, 20 encore pour l'instant. Ouais. Voilà, on est un peu frustré de ce qui s'est passé en tant que sponsor à l'Australian Open. Mais encore une fois, on est respectueux de ces. On a un engagement très long terme, hein. Novak, il est revenu chez nous dans les années 2010, je pense que son retour s'est fait. Ouais, il Euh, était avec qui avant? alors, il a été dès le début avec nous. Ouais. Il est passé un petit temps chez Wilson et ensuite il est revenu chez nous. Ah oui, Wilson, exact, ça me Voilà. revient. Il y a une relation avec Novak qui va au-delà du tennis et du sponsoring. Déjà, ses parents sont les distributeurs, sa famille est le distributeur de aide en Serbie, hein. Donc, effectivement, il est impliqué dans la marque au-delà du développement de produits. Voilà, aujourd'hui, il aime la marque aussi pour le ski, parce que c'est un super skieur, hein. Il faut savoir qu'à l'âge de 13 ans, hein, il aurait pu devenir plutôt skieur que tennisman. Il est super ami avec un ancien coureur de chez Ed qui s'appelle Bode Miller, qui est un coureur américain qui a été plusieurs fois champion olympique, plusieurs fois champion du monde. Et Bode, lui, qui a joué les qualifs de l'US Open, hein, puisqu'il était très bon au tennis aussi quand il était gamin. Donc, tout ceci fait qu'évidemment, on a une relation quasi fraternelle ou familiale, on va dire, avec nos athlètes. Voilà, on a des relations de longue durée avec nos athlètes. On n'est pas dans le one shot, hein, là-dessus. Donc c'est voilà, bon, c'est frustrant. On espère de meilleurs lendemains pour Novak dans le futur, là-dessus. Bon, Il est en contrat jusqu'à quand chez vous? il est en contrat encore 3 ans, Ouais, je pense. On a fait son renouvellement de contrat il y a 2 ans, 2 ans à Paris, au moment de Roland-Garros 2019, je crois, avant la pandémie. ouais. Alors, en même temps que Sacha Zverev, puisque leurs contrats se suivent globalement.
Après, aujourd'hui, Novak, son contrat aujourd'hui est plutôt un contrat, on va dire, sur pente descendante, hein, vu son âge D'accord. là-dessus. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas une question que d'argent, ce n'est pas une question que de développement, c'est aujourd'hui une question d'accompagnement et de l'accompagner dans ses projets futurs. Et on sait qu'il en a quelques-uns qui lui tiennent à cœur, sa fondation, son tournoi aussi en Serbie. Donc, tout ceci, ça fait partie du package que l'on a relationnel avec lui. Et c'est plusieurs millions annuels? C'est confidentiel, mais on parle de plusieurs zéros, en effet. On parle de plusieurs zéros, en effet. Aujourd'hui, une marque comme la nôtre fait une relation tout à fait claire entre ce que ça génère comme revenu et ce que ça coûte. Aujourd'hui, si on continue à l'endorser ou l'avoir comme ambassadeur, c'est bien parce qu'aujourd'hui, c'est rentable pour chacune des parties. Et donc, Et vous vous situez où par rapport aux concurrents Wilson, Technifibre, en termes de position sur le marché grand public, hein? alors, le marché grand public, il est assez simple. Il se partage entre trois marques. 85% du marché mondial est détenu par Wilson, Babola et Ed. D'accord? Donc, il y a ces trois marques-là qui dominent. On est présent dans bien d'autres marchés, le ski et d'autres. Les marchés sont souvent beaucoup plus fragmentés. Là, en l'occurrence, c'est un marché qui est assez concentré, hein, plutôt, donc, puisque ces trois marques-là, historiques, voilà, détiennent voilà, une grande partie du marché. Alors, Wilson, un peu plus présent aux États-Unis en étant marque américaine, Babola et Ed étant plus présents en Europe, étant deux marques européennes. Donc aujourd'hui, voilà, au niveau du grand public, la répartition se fait comme ça. Et au niveau des joueurs, et effectivement, chaque marque a son pool de joueurs, d'ambassadeurs qu'il travaille, avec qui il collabore. On a été content de voir Roublev nous rejoindre il y a un an à peu près là-dessus. Bon, on est en permanence en train de regarder les futurs stades de même parce que elle nous aide à être plus forts aussi, à développer de meilleurs produits pour le futur. Et si ça va bien pour un pro, en principe, s'il y a de grandes chances que ça puisse aller bien de même pour un consommateur lambda, quoi. Tu aurais quelques anecdotes sympas avec les légendes de l'époque ou plus récents, comme Kuerten, qui est quand même de l'époque, mais bon, Agassi, je sais pas, Goran Ivanisevic, peut-être, des histoires un peu sympas à relayer. Alors, ouais, c'est vrai que la marque, depuis le temps qu'elle existe, qu'elle supporte des joueurs comme ceci, on en a des tas d'anecdotes, hein, vraiment. Alors, j'en ai une de ce matin. J'en ai une de ce matin. Donc, tu sais certainement que Sacha Zverev est à Montpellier. Ouais. Il est venu faire le tour de Montpellier. Donc, on vient de faire partir en urgence par transporteur deux bobines de cordage pour son tournoi à Montpellier parce qu'il est arrivé à Montpellier, il s'est rendu compte qu'il finissait sa bobine de cordage et qu'il lui fallait des cordages et qu'il n'en avait pas assez pour faire la semaine à Montpellier s'il espère aller assez loin. Donc, tu Ok. vois, vraiment, ils ont beau être très, très beaux au tennis, ils n'ont pas tout genre la tête bien truc. Donc, ce matin, un coursier est parti amener deux bobines de cordage pour Sacha pour qu'il puisse se corder ce soir, quoi. Tu le connais personnellement? T'as une bonne relation avec lui? Enfin, comment Alors, je ne le connais pas personnellement, non. Non. Je l'ai rencontré 3, 4 fois au moment de signature ou d'activité qu'on a avec lui. C'est quelqu'un de très, très impliqué dans le développement de son produit. Par exemple, tu vois, la raquette qu'il utilise, la Gravity, tu sais qu'il y a la particularité d'avoir deux couleurs de chaque côté, hein, de la raquette. Mais Ouais, ça, c'est une idée de lui. C'est une d'accord. idée de lui d'avoir dit un jour, tiens, ouais, vous faites des raquettes, c'est super, quand on a en coup droit ou en revers, c'est la même couleur. Pourquoi on ne fait pas? Alors, ça implique des contraintes en production. Ouais. C'est pour ça que les raquettes étaient toujours les deux faces de la même couleur. Lui, il a eu l'idée de dire pourquoi je n'aurais pas une différente. C'est pour ça qu'on a lancé la première Gravity de Ashley, Barty et de Sacha et de Roublev maintenant, qui ont deux couleurs différentes de chaque côté. Et pas trop galère à produire, du coup? Ça met un peu plus de temps à produire, hein. Il faut tourner la raquette au moment où on va tout simplement la peindre. Ouais. Et ça génère oui, des complications, mais bon, c'est eux les patrons, hein. C'est eux Quand les on patrons aime, à la on y va, hein. C'est eux les patrons à la fin, s'ils ont décidé. Mais il est très impliqué. Tu vois, Roublev est venu
quand il a signé chez nous, il y a ouais, un an à peu près. Il est venu passer 4 jours. Donc, à notre siège, nous avons nous avons des cours de tennis, nous avons des cours en dur, nous avons des cours en terre battue, pour que les joueurs puissent venir faire leurs tests. Ils Ouais. viennent, puisqu'on a la R&D à côté, ils ont tout simplement tous les robots qui leur permettent tout simplement de jouer et de tester. Donc, Roublev, il est venu 4 jours à tester des raquettes, du matin à 9 heures jusqu'au soir 18 heures, à taper des tas de balles, des tas de balles. Il mangeait à la cantine avec les ouvriers dans l'usine à côté, il mangeait ses pâtes et tout ça. Et voilà, on voit la partie vraiment visible du tour et des champions et tout ça, mais il faut savoir qu'à côté, voilà, il y a des gars qui sont des monsieur tout le monde, Ouais. qui cherchent le meilleur dans leur marque, dans leurs produits pour faire leur métier, pour faire leur boulot. Il était avec Fernando Vicente, non, son coach? Alors, j'étais pas là quand il est venu, on me D'accord. l'a raconté, mais voilà, on m'a parlé d'un gars vraiment super accessible, très Ouais. gentil, très regardant sur son produit, qui mesurait au dixième de kilomètre heure vraiment ses coups droits en fonction des produits et des protos qu'on lui présentait. Donc voilà, quoi, hein, des gens vraiment très impliqués, quoi, hein. Ouais, ouais. On est Tu sur as de la du mal à Formule 1. imaginer à quel point ils sont vraiment voilà, committed, quoi, hein, comme on dit, vraiment impliqués, quoi, hein, vraiment, vraiment. Et avant de parler de Ashley Barty aussi, qui vient quand même de gagner l'Open d'Australie, on est le lundi 31 janvier au moment où on enregistre, donc c'est tout frais. Euh, Souvent, tu dis, j'étais présent à la signature d'un joueur. Ça veut dire que les boss des bureaux Monde sont là et des bureaux France aussi. Et est-ce qu'il y a d'autres bureaux dans d'autres pays en Europe? Comment ça marche pour clarifier Ah ça? oui, t'as un bureau par pays dans au moins les 27 pays les plus développés, hein. Je te dis, on est présent dans 90 pays, donc il y a une trentaine de pays où il y a une filiale vraiment impliquée. Et impliquée pas que pour les top joueurs, mais impliquée aussi pour le scouting, la détection, hein, qui sont là pour trouver le futur Novak ou le futur Sacha. Hmm. Donc c'est vraiment notre boulot de tous les jours, hein. On n'est pas là juste pour mouler des raquettes et les envoyer à nos amis distributeurs. On est là aussi pour avoir un boulot de terrain. Aujourd'hui, la marque LED en France, c'est quasiment plus de milliers de clubs qui sont sponsorisés en France par la marque. Aujourd'hui, c'est quasiment plus de 1300 ou 1400 moniteurs de tennis qui travaillent avec la marque LED en permanence, tout simplement pour développer les produits, remonter les informations et tout ça. Donc, c'est pas qu'un boulot que avec les pros, hein, c'est un boulot tous les jours, les ligues avec qui on travaille. Voilà, donc c'est notre ADN vraiment d'être impliqué vraiment dans le tennis à fond, dans le paddle aussi, hein. Le paddle, nous, on y est depuis quasiment. Bon, j'ai travaillé en Espagne pendant 4 ans dans notre filiale espagnole entre 2008 et 2012 et j'ai vu vraiment l'explosion du paddle là-bas. On était déjà présent depuis plus d'une quinzaine d'années Ah ouais. déjà, donc on voit ces trucs-là. Aujourd'hui, nous, le paddle, ça fait 30 ans qu'on en fait du paddle, donc on connaît Ah bien, oui. on connaît bien le produit depuis des lustres, quoi. Le chiffre d'affaires annuel monde de Ed, ça représente quoi? Le chiffre d'affaires mondial, c'est à peu près un peu plus de 500 millions d'euros au niveau mondial, entre toutes les divisions. Donc oui, c'est un groupe mondial, hein, euh, donc qui travaille vraiment sur ces trois sports parce que ce sont nos sports vraiment, notre core business, quoi, notre ADN, quoi, vraiment, ces Et, produits-là. et le pourcentage dédié au sponsoring représente combien? On est aux alentours de, on va dire, une petite dizaine de pourcents, c'est-à-dire que globalement, on dépense vraiment aux alentours de 52 millions d'euros minimum, vraiment, pour le sponsoring des joueurs, le scouting Hmm. au niveau mondial. Oui, c'est important, mais c'est notre caution Bien sûr. pour vraiment faire connaître nos produits et avoir le feedback, les remontées produits vraiment qui nous permet d'avancer, quoi, hein, c'est tout simple. Et aujourd'hui, vous êtes du coup, mais au top du top du top. C'est-à-dire que Daniel peut peut-être choper la place de numéro un éventuellement, mais Novak est là depuis un moment. Ashley Barty s'installe aussi depuis un moment. Vous avez les deux numéros un mondiaux. Est-ce que tu penses que c'est cyclique et comme tout cycle, à un moment donné, ça va prendre fin?
ou vous êtes tellement en place que vous faites le nécessaire pour avoir les prochaines pépites et rester au top du top? Enfin, comment tu vois cette période un peu bénite pour Ed? Alors, on le voit sous plusieurs angles. Le premier angle, c'est se dire d'abord, notre gamme de raquettes, elle est diverse. On a globalement 5 silos qui sont présents sur le tour. Ouais. On avait Novak avec la Speed, on a Marin Cilic avec la Prestige, on a Sacha Rublev, Ashley avec la Gravity, on a la Radical avec Andy Murray et d'autres. Et on a encore une fois la Extrême, par exemple, avec Richard, Gasquet, Berrettini, Musetti et tout ça. Notre volonté, c'est de se dire, voilà, on a un modèle de raquette qui est disponible pour chaque type de joueur. Donc ça fait partie de notre ADN, de dire, voilà, aujourd'hui, on peut, un gros frappeur, gros serveur type Berrettini, on a ce qu'il faut. On a un joueur plus all-round, plus polyvalent comme Andy, on a ce qu'il faut aussi. Donc c'est vraiment avec ceci, on n'a pas un ou deux modèles comme d'autres qui vont aller tout simplement et qui doivent aller au même type de joueur. Donc ça, c'est notre façon de pouvoir tout simplement remplir les besoins de tous les joueurs de la planète dès leur plus jeune âge. On a des Musetti, Richard, on l'a signé, il avait 11 ans quand on a signé le premier contrat avec Richard Gasquet. Donc aujourd'hui, il a toujours été sur ce modèle-là pendant des années, des lustres. Donc aujourd'hui, il ne va pas changer parce qu'il sait très bien qu'il aura le service qu'il lui faut et tout ça. Donc ça, c'est le premier angle. Le deuxième angle, c'est tout simplement toutes les catégories d'âge aussi. Évidemment que pour arriver à avoir un Novak ou un Richard, il faut l'avoir servi ou bien servi, on va dire, depuis des années. Et c'est là que c'est important pour nous d'avoir travaillé sur des détections qu'on va commencer à avoir dès le plus jeune âge. On a des jeunes joueurs qu'on aide déjà dès l'âge de 11 ans, dès l'âge de 12 ans. Alors, pas avec de l'argent, mais on va les aider à essayer de trouver le meilleur matériel pour accompagner leur développement pendant des années. Et c'est avec ça qu'ils vont rester fidèles à la marque et qu'ils vont rester vraiment dans le top ATP. Tous ne réussissent pas. Ceux qui réussissent, évidemment, sont contents de l'être, sont contents d'y être et contents. Et nous, on est contents qu'on soit avec eux. Et c'est pour ça qu'on arrive à ces résultats-là qui sont, tu connais, on en a 4 à l'heure actuelle dans le top 10, on doit être à peu près à 25% dans le top 30, environ 30% dans le top 100. Donc voilà, c'est là qu'on arrive à avoir cette masse de joueurs. Tous ne sont pas super charismatiques, tous ne sont pas utilisés de façon marketing de la même façon, mais on a le respect. J'ai toujours une pensée, moi, pour Thomas Berdych. Thomas Berdych serait né 10 ans avant, il aurait 3, 4, 5 grands chelems, certainement. Bon, pas de chance, il est tombé l'année où il y en a la décennie ou les 2 décennies où il y a 3 monstres ou 4 monstres avec Andy à cette époque-là. Mais c'est un super joueur de tennis. On l'a accompagné aussi, lui, depuis le début. Et on a été très contents, même s'il n'aura jamais dans sa carrière gagné un grand chelem. Waouh. Il y a une tagline ou un slogan de Ed, je ne sais pas trop si j'ai déjà vu passer. Alors, nos taglines évoluent un petit peu au fil des temps, des technologies, hein, évidemment, qu'on développe là-dessus. Voilà, on en a eu une qui s'appelait The Power of You. Hein, c'est vraiment à quel point on était capable de remplir tous les besoins de chaque joueur. Aujourd'hui, voilà, c'est au-delà du marketing, c'est surtout voilà, cette visibilité qui nous permet. Les joueurs sont de plus en plus charismatiques, sont de plus en plus Starisé. ouais, ou visibles. Hein. Les réseaux sociaux ont fait qu'aujourd'hui, ils sont scrutés en permanence. Nous, on s'en tient vraiment à notre métier, qui est de faire les meilleures raquettes qui soient, les meilleurs produits qui soient, et les aider au maximum dans leur développement. Aujourd'hui, quand on voit la stabilité de notre pool d'ambassadeurs chez nous, ça prouve bien qu'a priori, ils sont contents des produits et qu'ils sont contents de la relation qu'ils ont avec nous. Ouais, c'est impressionnant. Tu disais 30% du top 100. Wow. Et puis surtout chez les meilleurs, 4 dans le top 10, tu disais, je crois. Enfin, c'est Ouais, incroyable. il suffit de compter. Alors, je n'ai pas le classement au 31 aujourd'hui. On sait qu'a priori, la place de numéro 1 va être en jeu avec Novak. Mais encore une fois, il n'y a pas de.
il y a une volonté de l'accompagner encore longtemps. Il va encore jouer, je pense, un petit moment. Voilà, il y a pas de, il y a pas de, euh, on va pas, on va pas se séparer de lui parce qu'il est plus numéro un. On va Hmm. attendre un peu. On va attendre un peu. Ashley Barty, du coup, une anecdote avec elle ou avec d'autres d'ailleurs, si elle est Alors toujours travaille. Ashley, en toute honnêteté, je la connais, on la connaît un petit peu moins, hein. Ashley, elle est australienne, hein, donc euh, c'est vrai qu'elle est quand même peut-être un peu moins expressive, hein. C'est peut-être pas la plus expressive du lot. Par Et ce contre, qu'il faut comprendre quand tu dis c'est pas la plus expressive, elle fait moins vendre. non, 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 vraiment pas. Non, je dirais au contraire, elle est plutôt excessivement posée, hein. Tu as vu l'anecdote qu'on voit partout. Elle finit son entraînement, elle va jeter ses papiers, sa petite bouteille et tout comme ça. Elle est d'une famille extrêmement posée et respectueuse là-dessus. Encore une fois, on respecte, bon, on va avoir des gens plus expressifs, plus fous. On a eu, comme tu disais, tu parlais de Kuerten tout à l'heure. Bon, on pourrait en avoir des anecdotes de Kuerten plutôt tard dans la nuit, hein, voilà. Mais bon, voilà, avec Ashley, on sait que ça sera une dévotion au tennis de façon importante et que certainement, elle ne franchira jamais quelques lignes jaunes importante parce que c'est pas dans son caractère. C'est Hmm. tout simplement tout à fait respectueux là-dessus. Un Roublev est aussi excessivement respectueux. C'est quelqu'un qui, dans un player lounge, fera les 30 mètres qui te séparent pour venir te dire bonjour. Voilà. Chose qui se passe peut-être pas avec l'ensemble des joueurs. Donc voilà, il y a des gens comme ça qui ont une éducation qui peut pas, qui les fait pas changer, les fait pas évoluer. Alors que Goran Ivanovic et Gustavo Kuerten, ils étaient plus avec leur thermobag en boîte de nuit ou comment ça se Ouais, ou passe? pas. Bon, je me souviens d'une soirée où on avait invité des distributeurs dans une péniche à Lyon au moment du Grand Prix de Lyon de Gilles Moreton, hein, à cette époque-là. Ouais. Bon, on avait amené Gouga ce soir-là pour signer des autographes et tout ça. Bon, il arrivait avec ses longs cheveux et son bonnet là-dessus. On ne le connaissait pas dans la rue, mais c'était plutôt le genre à vouloir dire bonjour à tout le monde, à vouloir boire un coup avec tout le monde. Il demandait une clope à tout le monde aussi ou pas? Non, 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 mais perdre au premier tour le lendemain, parce que je me souviens qu'il y a une année, il a perdu au premier tour, et je Ouais. pense que c'était l'année après son deuxième Roland. Bon, ben, voilà, je veux dire, la vie ne s'arrêtait pas pour lui, quoi, hein, je veux dire, en dehors du court tennis. Et, D'accord. et- et éminemment sympathique, évidemment. Et Goran? Alors, Goran, un peu moins connu aussi. D'abord, Goran, parce que il avait une famille qui le protégeait beaucoup, hein, donc, où on a eu vraiment plutôt euh, un accès un peu plus difficile à ce gars-là, qui avait voilà, une espèce de fermeture un petit peu sur le monde extérieur à sa famille. Donc, un peu moins connu pour nous, mais bon. Encore une fois, hein, on en a eu des plus expressifs, André Agassi, qui était tout de suite, lui, toujours partant pour des activités vraiment marketing, sponsoring. Bon, Goran, un petit peu moins, en toute Je honnêteté. sais que André avait demandé à Monte-Carlo une année un hélico, je crois, il était assez croyant, il me semble, et pour aller voir une vierge à Turin, je crois, qui est assez connue. Est-ce que vous avez déjà eu des demandes un peu farfelues comme ça de dernière minute pour répondre à des caprices de star, entre guillemets? Non, en toute honnêteté, alors moi, j'en ai pas le souvenir, hein, je Ouais. ne connaissais pas cette anecdote. Encore une fois, tous ces joueurs-là, ils sont dans une dimension, oui, différente. Je me souviens plutôt d'un Gaël, hein, quand il était chez nous avec sa prestige, c'était le plus difficile à driver en tant que joueur chaque fois qu'on faisait des signatures d'autographes, des choses comme ça, parce que son pouvoir de concentration est à un moment certainement limité sur la chose.
Mais voilà, on a un Gilles Simon qui, lui, est très, très professionnel, très, très marqué sur le produit, euh, qui a été capable à un moment, des fois, de critiquer même le produit qu'il utilisait, pour lequel il y a un contrat, mais ça va au-delà des contrats. Donc, quand il a quelque chose à dire, on a la capacité de discuter de choses comme ça. Des caprices de star, non, franchement, Pas vraiment. j'aurais du mal. Franchement, tu sais, ils sont beaucoup comme toi et moi, hein, Oui. ils sont très, très axés sur leurs produits, sur leurs jeux et tout ça. Et ça les intéresse beaucoup. Vous aviez eu Gabriela Sabatini, si je crois, à l'époque, non? Non, non, n'a jamais Ah, été chez nous. Non, non, je confonds. chez Prince de mémoire D'accord. là-dessus. Mais encore une fois, il y a quelques-uns aussi ont été chez nous, en sont Les partis à un femmes, moment. les femmes de l'époque, c'était qui vraiment les femmes emblématiques? Aranxa, Sanchez, qu'on a Ouais. eu, Sharapova, évidemment, qui était avec Yes. nous dans les derniers moments de sa carrière. Tout ça, bon, il y a des personnes comme Maria qui ont vraiment une aura qui part au-delà du tennis, où là, oui, en fait, on se rendait vraiment compte que le professionnalisme exacerbé t'amène à avoir une personne qui a une aura vraiment très importante, qui va dans le domaine de la mode actuellement. Bon, voilà, c'est, on s'adapte à vraiment tous les profils. Je pensais à Stan Wawrinka, qui a été très longtemps chez nous avant de partir chez une autre marque ensuite, mais avec qui on avait une relation vraiment extrêmement professionnelle. Dominique Thiem, qui a été chez nous. En fait, tu regardes un petit peu tout le top 10 ou top 20 à un moment a été, alors, peut-être pas Rafa, mais ni Roger, mais tous à un moment ont été en contrat avec la marque, ont utilisé nos produits pendant un laps de temps important. Donc c'est une satisfaction pour nous. C'est vraiment une satisfaction. Est-ce que tu as eu une pensée émue pour l'ancien distributeur pour lequel tu bossais qui vient de signer Gaël Monfils? On était au courant de ça. Bon, c'est une règle du jeu là-dessus. Je maintiens que leurs produits sont de qualité et sont attractifs pour une frange de joueurs. Si Gaël a trouvé son bonheur avec une de raquettes chez eux et là-dessus, tant mieux. Franchement, je- on serait excessivement heureux si Gaël revenait encore plus fort. Il va être 15e ou 18e mondial. Là. Je pense que c'est bon pour le tennis français, c'est bon pour le tennis en général, Mm. ce genre de profil. Si c'est avec une marque concurrente de la nôtre, j'en suis franchement pas figé du tout et pas affecté du tout. Je pense que c'est bon pour le tennis en général. Est-ce que la concurrence est rude entre les marques? Bon, rude, Est-ce qu'il y a des coups, des trucs, des stratégies où non, tu te dis, ah putain, franchement, les je crois salauds, pas. c'est un peu comme on Non. voit à la Formule 1 ou entre une écurie et une autre, c'est quand même. Alors, je vais te dire non, non, et c'est pas possible. Et pourquoi? D'abord, je vais te dire, il faut se dire un truc. Le contrat raquette chez un joueur de professionnel, c'est certainement le moins rentable de tous. Ah bon, pourtant c'est l'outil de travail, c'est incroyable. Oui, c'est justement parce que c'est l'outil de travail, comparé à son contrat textile, à son contrat chaussures, à son contrat montre, à son contrat bagnole, à son contrat banque ou truc comme ça, je veux dire, son contrat raquette, ça sera certainement celui qui est le moins contributeur pour lui. Ah ouais. Et pour autant, c'est celui pour lequel il aura le moins de changements. Pourquoi? Parce qu'on sait très très bien que ces joueurs-là, quand ils ont le produit qu'il leur faut, ils ont la raquette qu'ils veulent, ils ne changent pas. Je veux dire, faut être clair, peu de joueurs changent simplement pour l'argent. Non. Aujourd'hui, ils changent pour un modèle vraiment où ils ont ressenti. Il y a eu quelques années, je dirais, il y avait une guerre des têtes d'affiche où certains joueurs, je pense à Stan, par exemple, Wawrinka, qui est parti de chez nous parce que devant lui, il y avait Novak, il y avait Andy, il y avait Sharapova. Donc, une marque comme la nôtre ne peut pas non plus avoir Hmm. une communication diffusée, diluée sur 50 joueurs différents. On est obligé à un moment de faire sur des têtes d'affiche. Il y avait Verdasco qui était parti chez Dunlop et Il est qui, revenu.
qui avait pris un énorme chèque et qui finalement n'avait jamais réussi à jouer avec la raquette, je crois. Voilà, exactement. Donc, on a des exemples là-dessus. Est-ce que Gaël a pris un énorme chèque? J'en sais rien du tout. Aujourd'hui, Tu le sais, Nicolas, bien sûr que ouais, si, tu le sais. j'en sais foutre rien. Ah, Et d'accord. franchement, ce qui nous intéresse, encore une fois, c'est de faire la relation vraiment de notre produit et le joueur. Et, et c'est pas qu'une question d'euros et de dollars. Ok, got it. Ton, ta responsabilité de PDG d'une telle marque en France, ça correspond à quoi? Quelles sont tes missions? Qu'est-ce que tu gères? Comment ça marche? Mon boulot, c'est de faciliter qu'il y ait le moins de graines de sable dans tous les services dans notre entreprise. On a de la comptabilité jusqu'au scouting, à nos représentants qui vont voir les magasins de sport. Hein. On a à peu près 1200 magasins de tennis qui travaillent avec nous régulièrement. Donc voilà, on travaille avec tous ces gens-là. On fait notre boulot de marque et de passionné. Hein. Voilà, comme je t'avais dit, hein, plus de 1000 clubs qui sont en contrat avec nous, les moniteurs de tennis, on a un pool d'ambassadeurs qui travaillent avec nous vraiment au quotidien, quasiment, Mm. des personnes qui s'occupent des joueurs en devenir. Hein. Voilà, donc c'est passionnant de mêler la passion de ce sport avec du business. Je veux dire, on ne se dit pas c'est business first et après le reste suit. Donc aujourd'hui, c'est parce qu'on travaille bien avec des ligues, des clubs, qu'on leur sert les bons produits et on développe de bons produits qu'il y a du business. Ce n'est pas le Ok. contraire. Hein. D'accord? Et ça, c'est vraiment je veux dire, moi, je suis très heureux quand on apprend qu'un club est venu se rallier à notre cause, qu'il est content de nos produits et qui vient signer chez nous. Donc, la semaine dernière, j'étais avec le Paris Country Club, bien connu des Parisiens, qui signe pour 3 ans avec Aide, qui est content de nos produits, dont les moniteurs voulaient vraiment adhérer à notre projet. Eh ben, on est content quand ils viennent nous rejoindre et qu'ils arborent la bannière Aide pendant 3 ans. Vous avez combien de salariés au bureau? On est à peu près une 80aine à peu près, de Ah ouais, quand salariés. même. Et c'est pas un frein pour vous d'être loin de Paris? Alors, comme nous n'avons pas que le tennis, nous avons Ouais, aussi le ski. À oui, Grenoble, on est un peu plus près des stations de ski. bien vu. Donc aujourd'hui, tu vois, là, dès que je raccroche, je pars à Serre-Chevalier pour un test de ski avec nos magasins les plus importants de la zone, où on va tout simplement leur faire tester les skis qui sortiront l'hiver prochain et dont on a besoin évidemment de recueillir leur feedback, de recueillir leurs impressions pour travailler aussi sur ces produits-là. Et, Encore une fois, le terrain, la proximité et les produits, c'est vraiment notre credo. et Donc, quel que soit le sport pour lequel on travaille. comment tu partages ton temps entre tennis, ski, paddle, comment tu gères? On est bien organisé. Je ne suis pas tout seul. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans chaque division là-dessus. Tu vois, en fin de semaine, je pars aussi à Barcelone, dans notre filiale en Espagne, parce qu'on a effectivement des tests, des tests avec Sanyo, hein, notre joueur de paddle, du World Paddle Tour. Donc, voilà, il y a plein de choses différentes chaque fois qui alimentent chaque semaine. Et c'est comme ça qu'on les vit avec passion, quoi, les choses. Vraiment. Ça n'arrête pas, dis donc. Ça, c'est une vie de rockstar. Non, 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 non. Au contraire, une vie monacale plutôt. Ah ouais. Ah bah oui, bonne hygiène de vie pour pouvoir suivre tout ça. Voilà, exactement, exactement, pour avoir vraiment la meilleure efficacité pour nos joueurs et nos partenaires. Ça, c'est vraiment ce qui nous fait vivre. Vraiment. T'es joueur de tennis, toi, Nicolas? Oui, 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 bah, toujours. T'es à combien? 54 ans, 15-2, Allez, là, toujours. solide. Ouais, ouais, écoute, un genou qui couine de temps en temps, mais écoute, on continue. Je viens de jouer les champions départementaux. Là, j'ai perdu en demi-finale, mais
c'était contre un copain, donc on a passé autant de temps à refaire le match après que pendant, hein, t'inquiète pas. Ah, bah, je sais. Ah ouais, donc t'es installé à ton classement depuis un petit moment, tu dois être un Ouais, ça fait un petit traquenard. moment, très longtemps Ok. deuxième série, mais bon, là, je me rattrape, mais toujours autant de plaisir au paddle aussi. Un regret que dans le groupe, on n'ait pas une marque de golf là-dessus, ça viendra peut-être un jour. Que tu golfes aussi pas mal? Ouais, aussi, je suis Ok. 14 aussi au Ah golf, ouais, donc tu touches. vraiment touche à tout, du ski cette semaine, un peu de ski, peut-être un paddle aussi à Barcelone, donc ouais, il y aura encore Génial. une belle activité. Et justement, tu peux nous confirmer que les chiffres du paddle sont exponentiels en termes de croissance par rapport à ceux du tennis? Alors, oui, je peux te le confirmer. Euh, Parce que nous, on a vu ça en Espagne il y a 15-20 ans déjà. Oui, aujourd'hui, on sait très bien que le paddle, par son aspect social ludique, va exploser. On s'attend à une belle explosion. Bah, elle est On déjà là, s'attend, non? oui, elle est déjà là, hein, elle est déjà là. Encore une fois, comparé au marché installé du tennis, il y aura encore un petit peu de temps. Bon, j'ai juste un chiffre, hein, globalement 1200 cours de paddle aujourd'hui en France, 32 000 cours de tennis. Donc aujourd'hui, le temps que les courbes se rapprochent, il va falloir des années. Donc le temps que les infrastructures viennent à nous, bon, c'est un marché qui n'a qui va mettre quelques années avant d'atteindre sa maturité, ce qui est déjà le cas du tennis, qui aujourd'hui a son volant de licenciés au million et son volant de pratiquants au million et demi supplémentaire. Donc voilà, il faudra un petit peu de temps. On a de bon espoir pour le paddle, comme on l'a vu en Espagne, où aujourd'hui le paddle fait deux tiers de notre chiffre d'affaires versus le tennis, hein, au pays de Rafa, hein, là-dessus. Incroyable. Donc aujourd'hui, on ne croit pas que ça va arriver tout de suite en France, mais voilà, on voit d'un très bon œil le paddle et on voit d'un très bon œil le nombre de clubs qui aujourd'hui combinent les deux, qui proposent du tennis et proposent Ouais. du paddle en même temps. Là, je suis dans le sud-ouest et le club de Guétari me disait qu'il était en train de mourir et grâce aux deux cours de paddle qu'ils avaient fait, ça avait été une renaissance. Et pareil, depuis que le paddle est sur Canal+, les clubs de paddle du coin me disent, putain, c'est incroyable le nombre de personnes qui s'y mettent. Ouais, alors on a passé le cap du le paddle. Ah oui, c'est quoi? C'est le truc avec sur le Stand-up. surf sur le lac, non? Voilà, on commence à bien connaître, à bien vraiment diffuser ce sport-là le mieux possible. Mais bon, voilà, aujourd'hui, on doit être aux alentours de 90 000, 100 000 pratiquants réguliers. Euh, il faut du temps quoi, avant Ouais. d'expliquer les gens. Aujourd'hui, la semaine dernière, on faisait un paddle ici à côté de Grenoble avec des membres de l'équipe. Des gens d'à côté sont venus nous voir en nous demandant mais comment on compte? Le temps Ouais. il va falloir vraiment former, apprendre aux gens comment on compte, comment on sert. C'est pas naturel hein, aujourd'hui. Donc ça, on voit ça effectivement d'un vrai bon œil parce que ça donnera une espèce d'alternative, mais alternative ne veut pas dire remplacement, hein, tout Hmm. simplement. J'aimerais aborder les deux autres points. La balle aide et le textile peut-être après. La balle, j'ai souvent entendu dire qu'elle volait énormément. Vous en êtes où? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Quel segment ça représente chez vous aussi? Alors, la balle, c'est un produit très important, hein, c'est un peu l'essence du marché, hein. Donc, on monitore vraiment le marché de la balle de tennis et de padel de façon importante parce que c'est ce qui va vraiment donner un petit peu la température de l'activité là-dessus. Donc, nous, on a la chance de faire partie des marques qui a sa propre usine hein, depuis des lustres. Ouais. Ce n'est pas le cas de toutes les marques qui font fabriquer par d'autres. Donc nous, on a vraiment une usine qui est certainement la plus grosse en production dans le monde, hein, qui produit plus de 18 millions de douzaines de balles par Elle est an, hein. où cette usine? Elle est en Chine. Oui, on va avoir une deuxième usine, certainement, qui va voir le jour avant la fin de l'année, pour ensuite vraiment répondre aux besoins qu'on a
de façon très importante sur le tennis et sur le paddle. Il faut savoir qu'avec notre marque Penn a quasiment 66% de part de marché aux États-Unis. Donc le marché américain étant le marché le plus important du monde, la marque Penn, qui est une marque américaine à l'origine, est vraiment très très fortement implantée. Et donc nos besoins en termes de balles sont Colosso. ouais, on a ouvert une nouvelle aile dans notre usine en Chine. Le jour où on la finissait, qu'on la mettait en marche, on se rendait compte qu'il faudrait rouvrir une autre aile de plus dans les 6 mois qui arrivent, parce que vraiment la demande est vraiment très très importante. Ça, c'est un beau problème, ça. Alors c'est un beau problème qui en ce moment est un peu Compliqué, ouais, avec délicat le Covid, là. et sérieux, Ouais. parce que la demande est vraiment exponentielle et on a du mal à la fournir. Aujourd'hui, on peut s'attendre on le voit, hein, on va dans les magasins de tennis aujourd'hui, des balles, il n'y en a pas toujours. Il y a une demande mondiale qui est extrêmement forte. Les sports de raquettes sont des sports gagnants, on va dire, de l'Est, je l'espère, post-Covid ou Covid, par la distanciation sociale que ça procure. Donc, les sports de raquettes sont vraiment en explosion fortement. Et là, on a du mal vraiment à remplir la demande. Donc aujourd'hui, oui, la balle, c'est un produit important. Quand tu me dis des gens la trouvent qui volent, quand j'étais jeune chef de produit, on faisait ce qu'on appelle des blind tests. C'est-à-dire que tu ne peux pas imaginer le nombre de fois où on faisait des tests avec des balles et on se permettait ces balles-là, notre usine, on envoyait des balles concurrentes, donc on envoyait des balles de toutes marques et on faisait enlever le logo. Alors, c'est un truc assez chiant parce qu'avec une pince à épiler, tu es obligé d'enlever le logo d'une marque concurrente. Et donc, on fournissait des tubes regonflés à des joueurs de tennis et on leur disait, mais voilà, sachez que là, il y a 3 balles ou 4 balles différentes, jouez avec et de remontez-nous vos impressions. Et on faisait des tests après 15 minutes, après 30 minutes, après 45 minutes et tout ça. Le produit est extrêmement subjectif. La balle, tu certainement joué au tennis, il y a des jours où tu te dis, wow, en ce moment, je tape la balle, je suis super bien, j'ai un super hit, je frotte super bien et tout ça. Et puis il y a des matins, tu te lèves, tu es un peu mal partout, tu as l'impression que tu tapes jamais au milieu et tout ça. Le nombre de gens qui sont certainement incapables de nous dire, voilà, telle balle, c'est la head, telle balle, c'est la X, telle balle, c'est la W, c'est excessivement subjectif comme produit. Donc, nous, notre créneau, c'est de dire, voilà, oui, c'est un produit simple, très simple, mais très difficile à bien faire. Les conditions d'hygrométrie, les conditions de chaleur peuvent faire varier excessivement la propriété d'une balle. Et donc, voilà, on a vraiment ce credo d'être extrêmement précis sur la production de nos balles. On a plus de 70 points de contrôle avant qu'une balle sorte et vienne dans ton tube pour être jouée. Donc, ouais, on est assez fiers de ça. À un point même, je vais te dire qu'à un moment, on était sponsor de pas mal de tournois et tout ça. On a un peu reculé. On n'est pas forcément envie d'être. On est la balle officielle de Montpellier cette semaine d'un ATP 250, de la balle de Bercy aussi, hein, évidemment. Mais aujourd'hui, on attend plutôt qu'on vienne nous chercher pour nos balles plutôt qu'autre chose. Et qu'est-ce qui explique cette si bonne odeur quand on ouvre une boîte de balles? Jamais. C'est quoi? C'est le feutre? Non, Quoi? alors, ouais, alors c'est ce qu'on appelle le joint. On se dit toujours, ouais, c'est super, le joint entre les deux pièces de feutre, qui sont rentrées comme ça, est super bien fait. Tout le monde dit, mais il y en a qui le font super bien. Mais en fait, le joint, c'est au moment où on compresse les deux pièces de feutre sur la balle qui a été tout encollée, que le joint sort et se remplit. On ne le fait pas, le joint. Il se fait automatiquement par tout simplement l'afflux de colle qui vient sortir du truc. Et c'est un peu l'odeur de ce caoutchouc du joint qui donne cette odeur-là. Ah ouais, on sniffe du joint. Bah, bravo les gars. Ok, Ouais, super. ne pas faire ça tous les 4 matins, mais plutôt jouer avec, hein, c'est bien aussi. Le textile, est-ce que c'est toujours d'actualité? Vous avez des joueurs, vous avez Silic, je crois, non? Voilà.
Ouais, On a Silic, on a notre chaise gagnante de Roland-Garros, Shrikova, Barbara, qui est ouais. en full aide, hein, tout simplement. Aujourd'hui, on est un peu nouveau là-dedans. Pourtant, Kuerten, en fin de carrière aussi, était chez Ed. Ouais, c'était au moment où quand il a créé, enfin, qu'il a travaillé avec Olympus, et en toute honnêteté, c'est plutôt parce qu'il n'avait rien d'autre qu'on a été gentil de lui en fournir. Mais Mais, c'est vrai, bah, toujours est-il que vous faisiez des fringues il y a déjà oui. 20 ans, Alors, quoi. alors, à cette époque-là, c'était sous licence, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui le faisions, c'était des D'accord. marques qui le faisaient pour nous et qui Ok. utilisaient notre nom. Donc, depuis 4-5 ans, on a repris ça en propre et on s'est lancé là-dessus avec une volonté dans les premières années d'abord de faire un produit parfait, hein, de faire un bon produit qu'on a vraiment testé vraiment dans les clubs, dans le joueur de peu monsieur tout le monde. Et voilà, et maintenant, on commence à voir certains joueurs, donc tu l'as dit, Marine. Silic, entre autres, aussi sur la chaussure, hein, là-dessus, où on n'était pas un acteur des plus connus et des premiers. Aujourd'hui, on est très satisfait puisque vraiment nos produits sont de plus en plus utilisés. Ils sont demandés vraiment par ceux qui sont vraiment nos références vraiment sur le marché, qui sont souvent les moniteurs, hein. Je peux te garantir que le moniteur qui travaille plusieurs heures par jour avec la même chaussure, il est important qu'il soit bien et bien protégé. Donc là, pour nous, ce sont des éléments importants, hein, vraiment les feedbacks qu'on a des moniteurs, des ambassadeurs que de notre marque. Et ouais, on est très content. Aujourd'hui, ça se développe bien. Ça fait partie des produits complémentaires qui sont vraiment très, très bien traités. On n'était pas très présent en tant que cordeur, hein. Maintenant, on est cordeur officiel de Marseille, on est cordeur officiel de Bercy. On a notre implication dans le cordage aussi est vraiment très, très euh, forte dans un marché qui est plutôt connu pour les deux marques françaises qu'on a de cordage qui sont en France. Donc voilà, on fait notre bout de chemin doucement et on fait tout pour que un Sacha Zverev reçoive ses deux bobines parce qu'il en a besoin et a priori il en est content. Il faut lui amener. Et c'est quoi? C'est de l'expérience, des années de travail qui manquent pour que le grand public ait envie de se dire: ah putain, le polo head, il est trop stylé, la qualité, la matière, on a envie de l'avoir. Aujourd'hui, ça reste assez confidentiel encore comme produit. Oui, alors je veux dire, aujourd'hui, on ne s'attaque pas à Nike ou Adidas, hein, peut-être. Bon, en dehors de ces deux gros-là, il y a quand même beaucoup de marques qui se partagent le reste du marché. Mhm. Et là-dessus, on est vraiment dans le pratiquant. Dans le pratiquant, on va chercher vraiment le meilleur usage, prix, et pas forcément marketing. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que demain, signer à fond en textile, c'est impossible. Et on n'en a pas forcément la volonté parce qu'aujourd'hui, c'est pas dans ce créneau-là qu'on va se mettre. On est vraiment dans le pratiquant vraiment, vraiment fort et peut-être moins la dimension marketing. C'est vrai que ce sont pas les créneaux dans lesquels on va aller dépenser beaucoup d'argent en marketing parce que les investissements sont très, très forts par rapport au retour. Vraiment. D'accord. Ok. Got it. Qui fait vraiment battre ton cœur ou a fait battre ton cœur sur le circuit depuis toutes ces années, Nicolas? Je vais peut-être paraître un peu non objectif, mais moi, j'ai toujours été fan de Novak. J'ai vraiment été toujours très, très fan de Novak parce que peut-être que oui, il y a une part d'incompris chez ce gars-là. Il y a peut-être une part d'extrémisme dans ce gars-là, bon, le thème de la vaccination. On peut être d'accord, pas d'accord avec lui. Je me réfère vraiment à sa capacité à aller au bout de son raisonnement. Bon ou mauvais, je ne juge pas. J'ai toujours été admiratif vraiment de sa résilience. C'est vraiment un mot fort avec la victoire de Rafa hier là-dessus. Voilà, je me souviens une fois, je vais à Roland-Garros, je vais voir Novak pour son entraînement, un entraînement. On était au Stade Français. Il s'entraînait souvent à la Faisanderie là-haut et j'avais été admiratif. J'avais passé 2 heures où là, le gars, il était arrivé avant de toucher la moindre raquette.
il avait fait 1 heure et demie d'assouplissement façon yoga, stretching et tout ça. Et il avait touché la raquette, enfin, peut-être, je me souviens, il avait joué avec Tatlo, il avait joué vraiment peut-être 20 minutes, 25 minutes. Et après ces 25 minutes, il a refait demi-heure, trois quarts d'heure d'étirement. Wow. Donc quasiment 1 heure et demie avant, 20 minutes après, pour 20 minutes de jeu. Donc c'est cette capacité à se dire, voilà à quoi il faut que j'arrive si je veux arriver à mes objectifs, parce que, bon, a priori, il n'a plus besoin d'apprendre à faire un coup droit, mais il sait où sont ses objectifs et il sait mettre ce qu'il faut derrière pour arriver à s'approcher d'un grand chelem calendaire comme l'an dernier. Donc, l'an dernier, j'ai extrêmement mal vécu la défaite à l'US Open en me disant, voilà, à un moment, il n'y a pas la récompense ultime. Et 2 jours après, je me disais, mais regardons-le dans l'autre sens, quoi. Mm. Ce qu'il a fait en dehors de ça, même s'il n'a pas fait les grands chelems, voilà, j'étais plus mal à l'aise pour lui pendant la rencontre contre Danil, qui a fait un super match et qui avait il y a absolument rien à dire. Mais voilà, tous ces efforts pour passer pas si loin. T'as mis plusieurs jours à t'en remettre? Non, 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 en toute honnêteté, non, non, pas plusieurs jours, mais plutôt se dire, voilà, après, on peut voir le verre vide ou le verre plein, Mm. hein. Derrière, il avait gagné trois grands chelems à la suite, Mm. en les survolant. Voilà, il l'aurait fait, il l'a pas fait, il le fera peut-être jamais. Voilà, on revient à de l'humanité, quoi. Tu Voilà. disais au début de l'entretien que humainement, c'était un gars, je sais pas, tu citais un peu ses valeurs. C'est vrai que c'est assez controversé les Ouais, avis auprès de Novak. Tu le connais un petit peu, tu connais ses valeurs, tu sais justement que c'est un gars bien. Enfin, qu'est-ce que tu ouais, et sais de lui, quoi? vraiment, et vraiment. Encore une fois, Novak arrive 10 ans après ou 10 ans avant Roger Rafa. Il a peut-être pas la même perception. Mm. Il vient d'un pays sur lequel où l'image est peut-être un peu décalée là-dessus. Donc voilà, il a un moment, oui, souffert de la comparaison Roger Rafa, mais il n'a pas changé pour autant. Quand on dit aujourd'hui, il essaie de se faire aimer, non, c'est là que je ne suis pas d'accord. Il n'essaie pas de se faire aimer. Il a sa voix, il a sa ligne et il s'y tient. Vous l'aimez pas, c'est une chose. On peut aussi aimer moyennement le caractère un petit peu business de Roger, sans critiquer loin de là son truc et tout ça. Voilà. Lui, il fait sa ligne. S'il faut à un moment faire des choses différemment ou mieux que Roger Rafa pour plaire, je ne suis pas sûr qu'il est prêt à faire. Je ne suis pas sûr qu'il soit prêt. En tout cas, c'est un gars très intelligent qui gère très bien sa com. J'entendais dire que, par exemple, à Roland, tu vois, il essayait toujours de passer aux heures de grosse audience. C'est un mec, il sait ce qu'il fait, quoi. Enfin, je ne suis pas 100% d'accord avec ça. Ah C'est ouais? sûr qu'il est vraiment super d'accord en disant comme défense, ouais, c'est mon agent qui s'est gouré en signant le papier pour l'Australie, pour rentrer en Australie. Non, nous, en tant que sponsor, on peut se dire, voilà, bon, c'est pas sa meilleure défense, c'est peut-être pas la meilleure idée qu'il ait eue. Bon, encore une fois, il a peut-être voulu un excès d'honnêteté ou pas, je n'en sais rien du tout. Mais aujourd'hui, voilà, je ne suis pas sûr qu'il soit dans la communication à outrance et qu'il prenne comme exemple d'autres personnes. Ok. Je crois qu'il a une sainte horreur des faux semblants et ça peut-être lui avoir joué des tours à un certain moment, c'est certain. Tu nous ferais un pronostic sur le nombre de grands chelems que tu sens qu'il pourrait aller chercher jusqu'à la fin de sa carrière? On veut que tu te mouilles un peu, Nicolas, hein. Ce qu'on est sûr, c'est que euh, je pense qu'il veut aller jusqu'à Paris 2024, Ouais, certain. Donc jusqu'à Paris 2024, il en 7. reste 7 hein, globalement. Ouais. Ce dont on sait, c'est qu'il
il a très envie. Ça, je peux vous garantir que, comme disait Kyrgios, il valait mieux pas qu'il le joue l'Australian Open parce que Il, il a la sinon, je dalle. pense qu'il aurait eu les dents qui raclaient par terre. Hein. Donc, Waouh. je pense qu'il a les dents qui raclent par terre. Maintenant, les contraintes, voilà, quel sera le poids entre résilience, aller jusqu'au bout de son idée sur la vaccination ou pas, j'en sais rien, et à quel point ça jaugera sa carrière ou sa saison à venir, j'en sais foutu rien. C'est Admettons, pas forcément. il participe à allez, au moins 5 et que 2024, il lui reste même 3 ans à jouer derrière. À la fin de sa carrière, tu le vois à combien? Moi, je pense franchement, aujourd'hui, bon, encore une fois, compter le nombre de grands chelems de gars de moins de 30 ans depuis quelques années, il y a eu que Del Potro, Silic, Wawrinka et Tim qui ont gagné. Donc aujourd'hui, l'âge et la next-gen, hein, qu'on soulignait tellement, elle a quand même un petit, à part Danil, elle a quand même un petit blocage là-dessus. Donc aujourd'hui, ouais, moi je pense que franchement, 3-4, il peut le faire, encore une fois. Euh, Encore une fois, sur les 21 de Rafa, il y en a 13 à Roland. Hein. Donc Roland, si ça reste encore une chasse gardée, il en reste 3 qui sont gagnables plus facilement pour Novak. Sachant que la différence, lui, c'est qu'il en a gagné plusieurs fois, enfin, Rafa aussi maintenant, plus de 2 fois tous. Donc voilà, aujourd'hui, on sait que son jeu est quand même plus armé à tout sauf la Terre. Donc voilà, ça en fait 3 potentiels sur, comme tu le dis, 3 ans. Donc ça en fait 9 potentiellement. Comment Wow. vont développer la next-gen ouais, on les attend encore un peu toujours, quoi. Surtout dans les 4 derniers jours du tournoi, de chaque grand chelem. Et C'est bien si de ton... gagner facilement les premiers, mais il faut gagner les 2 derniers surtout. ouais. Et si secrètement ton cœur battait pour Roger, tu aurais le droit de le dire ou pas? Oui, sans aucun problème. Alors là, je vais te dire, dans l'équipe chez Aide France, il y a des fans de Roger, il y a des fans de Rafa, mais pour autant, quand ils sont au boulot, ils sont peut-être un peu plus fans de Novak. On respecte tout, franchement. Encore une fois, on est content pour Gaël là-dessus. On a des nouvelles pousses qui vont arriver, qui vont bouger un peu là-dessus. On est content de, tu sais, on parle de Musetti qui a défrayé la chronique et puis là qui a un peu plus de mal. Voilà, on respecte vraiment on a la liberté de penser. Qu'est-ce qu'il a fait, Musetti? J'ai pas suivi. Qui avait vraiment explosé et Ah, d'accord. qui a un Ouais, peu tendance à stagner un petit peu plus hein, maintenant, à 19 ans ou 20 ans maxi maintenant. ouais. Donc voilà, on a des fans, on a des fans de Roger chez Aide France, on a des fans de Rafa, Tac. et on n'a pas de problème avec ça. Juste dernière question avant que peut-être te laisser le mot de la fin. Moi, ça fait très longtemps que j'ai pas forcément de marque référente. Bon, j'ai la chance d'avoir un ami qui bosse chez une marque concurrente à la vôtre. Je ne vais pas forcément la citer, ça ne sert pas à grand-chose. Mais s'il y avait bien un seul produit qui m'anime vraiment sur le matos autour du tennis, c'est un grip. Et ce grip, c'est tu sais, le surgrip blanc, pareil, d'une marque concurrente, ça ne sert à rien, je ne vais pas la citer, euh, Qui commence par W. qui commence par W. Pourquoi est-ce que c'est pas Ed qui a ce brevet ou qui a réussi à le copier ou qui a... Est-ce que c'est incopiable? Enfin, je me questionne sur ce. Il y a Tournagrip aussi, tu as plusieurs écoles, tu en as qui adorent le Tournagrip. Moi, j'adore le côté un peu moelleux du surgrip blanc. Voilà. Mhm. Pourquoi c'est pas chez vous, quoi? Je comprends pas. Pourquoi les autres marques n'arrivent pas à le refaire? Alors, je vais te dire un truc. Quand un produit est extrêmement basique, un grip, une balle, euh, il est un peu difficile de faire la différence, tout simplement. Plus le produit est techniquement évolué, et plus et ben là, c'est plus facile de faire la différence à une raquette, un cordage, tout comme ça. Aujourd'hui, je prendrai ton surgrip dont tu parles, je prendrai le nôtre, je prendrai celui d'une troisième marque concurrente. On ferait un blind test demain et on ferait tester. Tu aurais des fans Ouais. grip dont tu parles, des fans de notre grip et des fans du grip de la troisième marque.
J'en reviens aux mêmes choses que ce qu'on disait sur les balles. Je vais te prendre une anecdote. Sur la balle, nous, on joue évidemment avec nos balles, hein, chaque fois qu'on va s'entraîner et tout ça. Quand j'étais jeune chef de produit, une fois, euh, on fait un séminaire avec nos 15 commerciaux et tout ça, et on testait une raquette, un produit à ce séminaire. Je me souviens, on était à côté, au Club Med à Opio, tu vois, en séminaire, et on testait les balles. Donc, au moment de tester les raquettes, je donne des balles. Dans notre équipe de commerciaux, on a plutôt des bons joueurs, hein, on a des anciens moniteurs de tennis, on a on en a plus de la moitié qui ont été en deuxième série longuement. Et au moment où je leur dis, tiens, allez, voilà, vous avez les balles pour leur tester, je ne leur dis pas, je leur dis, voilà, c'est des balles qu'on a délogotées, on a enlevé le logo, et voilà, ce sont nos balles. Et ils commencent à jouer, ils disent, putain, mais, Nico, là, tes balles, elles ne sont pas super, je les trouve un peu dures et tout ça. Il y a un phénomène. T'es X-Tretorn. Non, c'était des balles de la concurrence, en effet. Et nos commerciaux qui jouaient toute la journée avec nos balles, chaque fois qu'ils vont jouer, même avec leur famille, ils vont jouer, bon, ils ont toujours le même tube de balles de notre marque. Mais le fait de juste changer, mais ils aimaient un peu moins. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène d'accoutumance, vraiment, tout simplement, à un produit là-dessus. Et donc, demain, je vais te donner notre grille sur grippe. Tu vas me dire, ah ouais, mais peut-être il est un peu moins bien. Parce que tu t'es tellement habitué, tu as tellement fait une accoutumance de ton grip, de ta chère marque américaine, que tout simplement, le fait de changer te dérange un peu. Mais ça ne veut pas dire que mon produit soit un peu moins bien. Ouais. J'ai un peu de mal parce que Écoute, les tant gars, que tu joues à nos raquettes et que tu gardes le grip, c'est pas grave, on te les enverra sans grip, t'inquiète pas. trop sympa. Mais c'est vrai que tu vois, mon pote qui me permet d'avoir des raquettes d'une autre marque me dit de manière assez objective, c'est vrai qu'on bosse sur le grip, mais on n'arrive pas à avoir un produit qui absorbe autant la transpiration, qui est aussi moelleux. Pourtant, on essaye, on essaye, on essaye. Alors, c'est vrai que comme ça, au toucher, en un quart d'heure, pourquoi pas. Mais à la fin d'un entraînement, direct, tu vois que le truc est plus. Enfin, bon, on va pas faire 2 heures sur le grip, mais je sais pas, c'était un petit truc qui m'est revenu. Change-les souvent. Change-les souvent et achète-en d'autres. C'est bien. Ok. Il faut consommer. Est-ce qu'il y a un mot de la fin, une question que je t'ai pas posée sur la marque, un truc dont tu aimerais parler? Non, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le Ouais. tour. Encore une fois, on est impliqué. On aime tout. Si ce podcast révèle des remontées d'informations dans les commentaires sur nos produits, on est toujours preneur vraiment de tout ce qui peut être fait pour améliorer le jeu, améliorer les produits là-dessus. Ne pas hésiter à se rapprocher d'un des magasins distributeurs de notre marque. Ne pas hésiter à se rapprocher d'un des ambassadeurs, un moniteur de notre marque là-dessus et leur dire, voilà, moi j'aimerais un produit qui soit un petit peu comme ça. On adore ça. On adore ça. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire du coup et on enregistrera peut-être un petit complément ensemble s'il faut y répondre. Pour terminer, j'ai une petite coutume pour mieux connaître mon invité et sortir aussi un peu du cadre tennis. Et c'est 5 questions de fin. Est-ce que tu écoutes des podcasts, Nicolas? Rarement, en toute Rarement. honnêteté, je suis assez réseaux sociaux là-dessus, sur l'ensemble des moyens de communication de notre marque, mais je suis assez peu podcast. Ok. Je suis plutôt direct live. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement inspiré dans ta vie et que tu aimes bien offrir, que tu pourrais nous citer? Je vous conseille fortement le livre d'André Agassi. Open. Vraiment. Yes. Ouais. Je ne sais pas si tout le monde l'a lu, je pense que beaucoup l'ont lu. Moi, j'ai trouvé une résilience à un travail sur soi quand on n'a pas la passion forcément du tennis à l'origine, qui est un bel exemple avec le recul, je me rends compte que mes efforts n'étaient pas vains. Voilà. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu dans ce livre-là. Est-ce qu'il y a un film que tu pourrais revoir 350 fois s'il le fallait? Non. Ok. Non, parce que je ne suis pas dans la. Je ne suis pas forcément dans la passion du cinéma et tu me donnerais un match à voir. Ouais, il y en a un que Allez, je reverrai. un match. Finale Roland 21. Une citation que tu aimes bien.
Il faut être lent dans la délibération et vif dans l'action. Napoléon Bonaparte. On Super. réfléchit bien à ce qu'on fait, et quand on a fait et qu'on a bien réfléchi, on se lance et là, on ne s'arrête plus. Comme tu as un poste à forte responsabilité, un conseil managérial qu'on t'aurait filé, ou je sais pas, que tu as découvert avec le temps et qui t'anime. Je préfère une bonne personne qu'un bon professionnel. Ça m'anime tous les jours. Je suis entouré de gens, je suis entouré de très belles personnes. Je n'ai aucun problème à embaucher de très belles âmes plutôt que de gens super compétents en marketing, comme ça. La compétence, ça peut s'acquérir. Le savoir-être, ça ne peut pas s'acquérir. Et comment on reconnaît une belle âme? Quand je suis en entretien d'embauche, je me pose toujours la question, est-ce que je ferai 1000 km en voiture avec lui? Ah ouais, incroyable. Toujours. Ok. Hyper intéressant. Superbe. Et merci Nicolas pour ce tour d'horizon. J'ai appris plein de trucs. J'espère que les auditeurs aussi. Et c'était dit avec objectivité. J'ai trouvé, c'était bon, évidemment, on prêche pour sa paroisse un petit peu, mais c'était hyper intéressant de découvrir, de mieux connaître ce secteur, cet envers du décor et de le rendre accessible au grand public. Merci d'avoir pris le temps. C'est hyper sympa. Allez, à la Allez, prochaine, à la Nico. Ciao, ciao. prochaine. Ciao, ciao. Salut.